Bonsoir, Monsieur le Président, chers amis, Mesdames, Messieurs. Vous allez assister à ce que nous appelons les encres fraîches de la Fabrique des traducteurs. Ce programme, largement soutenu et financé par l'Institut français, ainsi que par d'autres partenaires dont il me faut citer ici la Délégation générale à la langue française et la SOFIA, ce programme est un programme qui a maintenant atteint une certaine maturité. Nous le développons depuis 7 ans, depuis 2010, grâce à ce soutien constant. Et il permet à plusieurs jeunes traducteurs, ça a été expliqué par Santiago, mais je sais qu'il y a quelques nouvelles têtes par rapport à 19h, de mettre en relation en général 3 jeunes traducteurs traduisant du français vers leur langue et 3 jeunes traducteurs traduisant dans l'autre sens. Cette configuration permet plusieurs choses. D'abord, que chacun bénéficie d'un soutien d'un locuteur naturel, comme un dictionnaire vivant à côté de soi. Et puis, elle permet surtout, et ça nous intéresse beaucoup, de créer des réseaux de solidarité internationaux qui perdurent. Je sais que certains ici en sont les exemples vivants. Je voulais dire que si nous vous proposons ce soir cette expérience d'accueillir le résultat de ces 10 semaines de travail, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que nous savons d'expérience maintenant que c'est une chose qu'il est agréable de recevoir et que le public en général en ressort stimulé. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui était évident à concevoir au départ parce que c'est une collection de textes qui sont chacun choisis par les participants, donc de textes assez hétéroclites. Il n'y a pas de dramaturgie évidente d'un texte à l'autre, mais ce à quoi vous allez assister, c'est également à des sortes d'autoportraits en traducteurs qui donc sont des parcours de vie et qui sont en général, je trouve, tout à fait singuliers et intéressants à entendre. Enfin, l'autre raison, c'est que pour les lecteurs eux-mêmes, pour les traducteurs qui sont ce soir lecteurs, c'est un moment de connaissance plus intime encore du texte qu'ils ont traduit grâce à votre écoute. Donc l'échange est réciproque. Voilà, je vous laisse à votre écoute en vous souhaitant une excellente fin de soirée. J'ai une dernière petite annonce à faire, c'est que je viens d'apprendre qu'il y avait eu un malentendu sur un horaire de la programmation. Vendredi soir, la rencontre avec Paul Lequen autour de la traduction de Désir de révolution de Nadezhda Tolonikova, qui aura lieu à Montreuil, à Folie d'encre, n'aura pas lieu à 19h30 comme c'est annoncé, mais à 19h. Voilà, il me fallait vous corriger ça. Évidemment, on enverra un message Facebook pour tous ceux qui ne sont pas là. Bonne soirée, je passe la parole.
toutes les bien-aimées, à toutes les épouses, à toutes les sœurs, à toutes les filles, à toutes les amies, à toutes les collègues, à toutes les femmes. لكل امرأة أطفأت جمرة التهبت في هذا الوطن العزيز. nous vous saluons avec amour. Avec fidélité, تحية احترام Nos hommages, mesdames. لكم أطيب التشكرات. de la part de chaque amant, chaque ami, Chaque père, chaque frère, chaque fils, chaque compagnon, chaque collègue. chacun vous dit شكرا لكم يا سيداتي الفاضلات. Des mots doux, كلام ظريف. tendre et mesuré. Sauf que nous, c'est pas ça qu'on entend. Nous, on entend des mots qui humilient les belles, condamne les beautés, des mots pleins de mépris envers les mères, envers les bien-aimés, des mots qui écœurent les épouses, des mots qu'on entend depuis toute petite. qu'on a avalés, digérés. et aujourd'hui on vous garde sous tutelle. اليوم وليتوا عورات. Et aujourd'hui, on vous dit impudique. Ça suffit, barakat. Blayat, blazaf, bletchnaf. Sans râler, sans colère, sans faire la gueule. Et sans faire la forte tête. Pourquoi ces mots durs? C'est une question de circonstance. Pourquoi cette discrimination? علاش هذا التمييز؟ Trop de gêne. Pourquoi cette tyrannie? علاش هذا الحكم؟ كاين صعوبات تغود بقبلين. Quelle mélasse! Un mélange confus de principes et d'enseignements Coutumes et de traditions, un vrai sac de nœuds. Il y a même des affaires religieuses. Ethniques. politico-politiciennes. Barakat. Vous avez oublié la loi qui ne protège ni les belles, Ni les beautés, ni les bien-aimés, ni les épouses. Ni les amis, ni les collègues, ni les femmes, ni les bonnes femmes. les bonnes femmes. Mrawet. Les femmes crient. Et en caisse. Les hommes gueulent et bastonnent. Les femmes arrondissent les ongles et se cassent la tête. Les hommes aboient et décident. والراجل يعيط ويقرر. Mais les femmes n'ont jamais eu leur mot à dire. Parce que la majorité, c'est vous. Les femmes ont toujours été négligées. Parce que la majorité, c'est vous. المرأة طول حياتها ممحية من حسابها. Parce que la majorité, c'est vous. Pas du tout. Mais parce que la fierté et la vertu des hommes. Parce qu'ils ont plus de jugeote. على خاطر القوة للرجال. Parce qu'ils ont plus de vigueur. Il y a plus de femmes que d'hommes. عدد النساء أكثر من الرجال. Et alors, vous avez oublié qu'un homme a droit à 4 femmes? Vous l'entendez? Là, je vous prends à témoin. Ils ne sont même pas capables de satisfaire celles qu'ils ont. Eh, Vous avez oublié que le témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes. أمك ثم أمك D'abord celui de la ثم mère, أمك puis celui de la ثم mère, أبوك puis celui de la ولو mère, صدقت أمك. puis celui de ton père si la mère dit vrai. ونسيتوا باللي حق زوج نساء يعادل حق راجل. Non, on n'a pas oublié. Comment faire pour changer la donne? كيفاش نديروا باش نغيروا هذا الواقع الملموس؟ Comment faire pour équilibrer la balance? كيفاش نديروا باش نعدلوا كفة الميزان؟ Comment faire pour gagner votre estime? وكيفاش نديروا باش نكبروا في عينين الرجال؟ اهدروا. عيطوا. ما تسكتوش. دافعوا. اضربوا على اخوكم. ما تسمحوش. بلا عياط، بلا زعف. بلا كشناف. وبلا تخشونية. الراس. À toutes les belles, à toutes les femmes libres, à toutes les femmes lésées, à toutes les pauvres femmes quelles qu'elles soient, qu'on a traitées de boniches, de taulardes, de diablesses, de fourbes, de sorcières, d'impures, de maudites, de frivoles, de vagabondes, de calamités, de bécasses et de sottes. لكم تحية اسكات تحية أف لكم أخلص أمنيات غم وهم ومرار وزعاف وقنطة وغمة. Nos salutations silencieuses, nos salutations dédaigneuses, nos meilleurs vœux de tristesse, de chagrin, d'amertume, de colère, de dégoût, de désespoir et de malédiction. لكم تحية اسكات تحية أف لكم أخلص أمنيات غم وهم ومرار وزعاف وقنطة وغمة. 1000 gifles, baffes, coups de pied et coups de poing
venus du fond des prisons, des taudis et des tombeaux, que vous présente chaque scélérat, chaque despote et chaque violeur, que vous adresse chaque regard insensible à la beauté, tourné vers l'obscurité, et dont les paupières tissent un linceul noir autour d'une cage où est enfermé un oiseau vidé de son âme, mais dont le cœur continue d'aspirer à la vie. Je suis Souria Grandi, ou Soraya selon les dialectes et les régions, ou encore Soussou pour les intimes. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la pièce Blazaf, sans colère de Najat Taïbouni. J'ai traduit cette pièce dans le cadre de la fabrique des traducteurs avec une deuxième pièce de théâtre qui est Arfiya fi Samt al-Lil ou Arfiya dans le silence de la nuit de Omar Fatmouche. La pièce, vous venez d'entendre en fait une partie du prologue et de l'épilogue de la pièce. Donc ça vous donne un parfum de ce dont traite la pièce en question. Cette pièce a été écrite en arabe algérien, donc en dialectal, et j'ai traduite en français pour cet atelier. Najat Taïbouni, son combat c'est la femme. Donc son théâtre est traversé par cette thématique, car elle fait partie des premières femmes à avoir lutté pour les droits des femmes à partir de 1984, suite à la promulgation du Code de la famille. Vous vous demandez probablement pourquoi le théâtre et pourquoi algérien. Tout d'abord parce que j'aime le théâtre. Algérien parce que je suis née à Nantes, mais j'ai passé le plus gros de ma vie en Algérie. Ensuite, je suis revenue à Nantes pour les études. J'ai commencé avec une première thèse sur Harold Pinter, et ensuite j'ai enchaîné avec une deuxième thèse sur le théâtre algérien. Le titre exact de ma thèse, c'est « Présence et représentation des femmes dans le théâtre algérien des années 70 à nos jours ». Faire de la recherche et enseigner, c'est mon kiff. Mais avoir la chance de traduire, c'est avoir la chance de transmettre et de rendre lisible et visible ce qui ne l'est pas à autrui. Ma couleur favorite est le vert, même si je n'ai pas de dessous vert dans mes tiroirs. On dit souvent que j'ai des goûts bizarres, ou que je suis bizarre, parce que j'aime les mangas, le cinéma de Lars von Trier et les peintures de Magritte. Je dirais tout simplement qu'il faut de tout pour faire un monde. Rita, c'est le nom qu'on m'a donné. Merci mes parents, je suis bien reconnaissante, mais j'ai rien contre ça. Mais d'abord en Syrie, le pays d'où je viens, les gens le prononçaient bizarrement. Vous tombez sur Bretta, Greta. En Allemagne, là où je vis actuellement, les gens ont du mal de comprendre comment une Syrienne peut porter un nom pareil et que, bon, un nom allemand. Et j'ai beau essayer à le faire comprendre que, d'abord, que c'est le prénom que je porte sur mon certificat de naissance et que Rita, c'est pas forcément un nom allemand. J'étais banquière, je changeais de devise. Je suis devenue traductrice. J'ai plus de devise. On dit que je suis habitée, hantée par 5 diables qui sont maladroits, un arabe, un français, un anglais et un espagnol. Et le plus maladroit parmi eux, le pauvre allemand. Parfois, quand je ne trouve pas les bonnes phrases pour m'exprimer, je trouve toujours les bons ingrédients et je cuisine.
Et parmi les choses que j'ai récemment trouvées et que j'ai bien aimé le partager avec les gens, c'est un beau livre dont le nom est Je vous écris de Téhéran. C'est de là vient Iran. Et c'est un livre écrit par Delphine Minoui, qui est journaliste franco-iranienne, qui a passé 10 ans en Iran en tant que journaliste et citoyenne aussi, et qui nous raconte son expérience là-bas sous forme d'une lettre adressée à son grand-père décédé. C'est lui qui l'a appris l'amour de ce beau pays. Donc l'ouvrage est écrit d'un style littéraire et journalistique à la fois. Bon, pourquoi j'ai choisi ce livre? Donc en tant que lectrice et traductrice provenant du monde arabe, là où le printemps arabe se produit, je vois l'importance de souligner le fait que l'Iran aussi bouillonne encore sous les cendres d'une révolution réprimée. Et quand j'ai parlé à mon éditeur du sujet de ce livre, il a voulu vraiment absolument le publier. Donc, parce que vraiment on voit la ressemblance entre le peuple syrien et le peuple iranien et leurs histoires s'entrelacent. Donc, les lecteurs arabes pourront bientôt le lire dans leur langue, dans leur propre langue, publié par Dar Mamdouh Adwan, qui est une maison d'édition syrienne. Ce 14 juillet 1999, وعلى مرأى مني حدث ما لا يمكن تصوره. ارتفعت وسط سرب من المتظاهرين قبضة اخترقت السماء ثم انطلقت صرخة في وسط الفوضى. Mort à Khamenei. Avais-je bien entendu? Dans les vapeurs de gaz lacrymogène, je cherchais le visage de celui qui venait de signer son arrêt de mort en s'attaquant au guide suprême. En Iran, l'insulter à valeur de blasphème, c'est la peine capitale assurée. بحثت في خضم أبخرة الغاز المسيل للدموع عن وجه ذاك الذي وقع للتو على حكم إعدامه بمهاجمة المرشد الأعلى. ففي إيران تعتبر إهانته بمثابة الكفر وعقوبتها المحتومة هي الإعدام. لم يجرؤ أحد قط على هذا التحدي السافر. بدأ الهتاف يتردد بين الحشد. مرج بار خامنئي. الموت لخامنئي. Cette fois-ci, ils étaient plus d'une dizaine à interpeller l'intouchable détenteur de la légitimité théocratique et révolutionnaire, le successeur de Khomeini, Ali Khamenei en personne. شعار واحد قد حطم النير إنما بأي ثمن لست أعلم بعد لكنها ليست إلا البداية لقصة طويلة مكتوبة بالدم قصة مستبد تزعزع عرشه وسيفعل كل ما بوسعه لفرض سلطته على مجتمع لم يدع لإسقاطه بقدر ما دعا لإصلاحه. En un slogan, la chape venait de se briser. Mais à quel prix? Je l'ignorais encore. Mais ce n'était pas que le début d'une longue histoire écrite avec le sang. Celle d'un autocrate en péril qui allait tout faire pour reconquérir son pouvoir face à une société qui cherchait sinon à le renverser, au moins à le transformer. قصة ورثة الثورة خلال عقد خطير تنازعتهم فيه قيم الجمهورية والقيم الإسلامية في معركة لا ترحم. شعرت في وغز في عيني ودار بي رأسي. Noyé dans la foule des protestataires, j'assistais médusé à l'embrasement du campus université de Téhéran, premier acte d'un violent théâtre d'ombre dont j'allais devenir la spectatrice invétérée. Mort à Khamenei, ton pays vacillait et j'avais l'impression de vaciller avec. Al-mawtu li Khamenei, al-mawtu li Khamenei.
ترنح بلدك وشعرت أنني أترنح معه. Bonsoir. Je m'appelle Amjad Etri. Je suis syrien. Et quand j'étais petit, je m'exerçais à apprendre par cœur des proverbes, des maximes et des vers. À l'adolescence, j'ai commencé à dire la poésie. Chez nous, à l'époque, on commençait à apprendre une langue étrangère à l'âge de 13 ans. Et c'était par tirage au sort. Il y avait des petits bouts de papier dans un petit sac. Quelques-uns avec un F et les autres avec E. J'ai tiré un F. J'étais rentré triste à la maison. Tous mes amis ont eu des E. J'étais le seul avec un F. Ça voulait dire que je devais aller à la classe des paresseux. Quel sort! J'ai demandé à mon père d'aller voir le directeur de l'école pour changer mon sort linguistique. Le lendemain, j'ai assisté au premier cours de français. Et finalement, c'était une bonne chose que mon père avait oublié de passer voir le directeur. Car l'institutrice était très belle. Alors, j'ai aimé la langue française et j'ai décidé de rester dans la classe des paresseux. Mon histoire avec le français est longue, donc je vais éviter de vous donner trop de détails. À la fin, j'ai étudié la littérature française et j'ai obtenu le Master 1 de traduction et d'arabisation. Puis après, le Master 2 de traduction audiovisuelle et électronique. J'adore Dieu et la poésie. J'aime bien les parfums et les femmes. J'aime la musique et les pistaches. Étant poète et traducteur, j'ai relevé le défi de faire une traduction poétique en arabe des fables de La Fontaine. Et j'estime que je traduis bien Jean de La Fontaine à tel point que j'ai même traduit son nom en arabe, Hanna Abu Nafoura. La cigale. والنملة. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. أمضى زيز فصلا حار وهو يغني ليل نهار فاستيقظ محتاجا جدا لما الفصل تحول بردا راح إلى جارته النملة يشكو من جوع أو قلة يتوسلها أن تسلفه بعض حبوب كي تسعفه والنملة ليست ديانة والنملة ليست دائنة هذا عيبك يا صائنة قالت للمستلف الضيف قل لي كيف قضيت الصيف كنت أغني كل أوان لا تنزعجي من ألحاني كنت تغني ذا سلاني حسنا ارقص أنت الآن. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. كنت تغني ذا سلاني حسنا ارقص أنت الآن.
ندخل الدار نبكي بدموع العين ما نسيبش الموضوع يا دنيا ما نسيبش فأر المدينة وفأر الحقول. فأر المدينة قد دعا، فأر الحقول على بقايا. طير نفيس إذ سعى لطريقة مدنية حسب الحكاية. سجادة تركية والمائدة كانت عليها قد أعدت، فتأملوا في الجلسة المتواجدة بين الصديقين التي مدت. اللذة المثلى مع الأكلة كانت بمأدبة بلا نقصان، لكن شخصا عكر الحفلة وهما بها مسترسلان. فبباب تلك الصالة سمعا ضجيجا غير الحالة. فأر المدينة مسرعا فر، ورفيقه تبع الخطى فورا. سكن الضجيج ومن على الباب انسحب، وكلاهما كرا سوية. قال المديني للصديق المنتخب: فلنكمل المشوية هيا. أجابه الريفي: يكفي لا تضاهي، وغدا ستأتيني لعلك، لا كي ترى عندي التباهي بمآدب ملكية مثلك، بل كي ترى لا شيء يوقفني عن أكلي المحفوف بالمتع. فلذا وداعا ليس يشغلني أن تفسد اللذات بالهلع. C'est l'histoire de deux rats, un rat de ville et un rat rural, un rat des champs. Le rat de ville invite le rat des champs à venir manger en ville, mais un vrai festin. Ils arrivent, ils commencent à manger, et soudain un bruit. Les deux rats détalent. Quelques moments après, le rat citadin sort de sa cachette et appelle le rat rural pour venir continuer à manger ce festin. Ce n'est pas que je me plains de tes sushis, mais je préfère, entre nous, manger à la bonne franquette, dans la campagne, tranquillement. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval, s'approchant, lui donne un coup de pied. Le loup, un coup de dent. Le bœuf, un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte, qu'en voyant l'âne même à son antre accourir. Ah, c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir des atteintes. الأسد عجوزا. الأسد المرعب في الغابات يبكي الإقدام الغابرة وينوء بثقل السنوات. يتلقى هجمات رعاياه في أرذل عمره، إذ ملكوا القوة من ضعف في كبره. فالخيل يناوره بالقدم بركل كالطعن، والذئب بعضة وخز، والثور بنطحة وكز. والأسد البائس والواهن والغارق في الحزن يقدر بالكاد على أن يزأر في سن العجز. ينتظر بلا أية شكوى القدر المحتوم، لما يشهد أن حتى حمار يتقدم نحو عرين الأسد المشؤوم فيقول له: لا، طفح الكيل، وفعلا أرضى بالموت الهاتك، لكن موتي يغدو موتين
بوجع من هجماتك. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. خجل غراب الحي تشوش ومضى يحلف بعد فوات أوان الله يوضع ثانية في هذا الموقف. Je suis Shawki Benzara. Je vis en France depuis un peu plus de 3 ans. J'étais venu pour faire un master en traduction technique. Cette année, que j'ai obtenu. Cette année, je me suis dirigé vers un master en traduction littéraire. Et j'ai eu la chance de participer à la fabrique des traducteurs français et arabes au Collège international des traducteurs littéraires, et où j'ai choisi de traduire un roman d'un auteur algérien, Rizki Mellal. Le roman est intitulé « Maintenant ils peuvent venir ». Donc, je suis moi-même algérien, donc arabe, maghrébin, africain et méditerranéen. Ce roman ne parle pas d'histoire de l'Algérie. Il se déroule durant les années 90, les années noires, la décennie noire, où il y a eu plus de 200 000 morts. Mais il parle de l'histoire d'un narrateur dont on ne connaît pas le prénom. Il parle de sa relation avec sa mère, avec une épouse qui lui a été imposée par sa mère. Il parle aussi de 2 enfants qui lui ont été faits à son insu par cette épouse. Le roman se déroule à Alger. Alger n'est pas l'Algérie, comme Paris n'est pas la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roman parle de la manière dont les Algériens ont continué à vivre durant les années 90. D'ailleurs, l'auteur lui-même, quand il parle de son roman, il a dit que l'ironie est une manière d'être en Algérie. Et c'est avec cette ironie, c'est avec l'humour que je pense que les Algériens ont pu continuer à vivre, ont pu dépasser cette période-là. Là, vous allez entendre un extrait d'un dialogue entre le narrateur du roman et Salah, son ami, qui parle de départ et d'exil. Deux jours plus tard, des inconnus massacreront son voisin de palier. « C'est toi, Salah » ? Non, il habite en face. Ils l'empoignent, sortent revolvers et couteaux. « Tu mens, tu nous fais perdre du temps. »
Mes frères, je vous jure, ce n'est pas moi. Tu mens. Il lui tire 6 balles dans la tête, puis s'acharne à découper son corps sur le sol. Ils repartent tranquillement. Les habitants sont tétanisés derrière leurs portes. Salah, pourquoi tu ne fous pas le camp? Les communistes, en France, ils vont t'aider. Tes copains, eux, ils sont partis. Je n'ai pas de vie de rechange. Je n'ai pas de pays de rechange. Je n'ai pas vécu avec ça dans la tête. Je n'ai pas de conviction de rechange non plus prête pour l'exil. لا حياة بديلة لدي ولا بلد بديل لدي لم أعش أبدا بهذه الأفكار ولا قناعة بديلة لدي تلائم المنفى. Mes copains ne sont pas tous partis. De quels copains tu parles? Ceux qui sont partis, copains ou pas, devaient partir un jour ou l'autre. Le terrorisme a été une aubaine. Il leur a rendu service. Ils sont partis la conscience tranquille. ثم أن كل الرفاق لم يغادروا. عن أي رفاق تتحدث؟ الذين غادروا رفاقا أم لا؟ كانوا سيغادرون عاجلا أم آجلا. كان الإرهاب بالنسبة إليهم فرصة ذهبية. خدم مصالحهم. رحلوا مرتاحي الضمير. Laisse tomber ça, Hizb Faransa. Tu crois que c'est ça ce qu'on va dire? Hizb Faransa, le parti français. Voilà le ghetto dans lequel les islamistes ont enfermé tous ceux qui, s'exprimant en français, n'ont pas rejoint leur camp. Hizb Faransa est une terrible accusation d'apostat, de traître, d'ennemis de l'islam, d'agents de l'Occident chrétien, une cible prioritaire des fous de Dieu. Exactement. Que veux-tu que je laisse tomber? Tu n'as pas compris que je ne suis pas de cela? Que je ne suis pas schizo? Hizb Faransa existe. Ce sont des gens réellement malheureux, déchirés, les pieds ici et la tête là-bas à Paris. مضبوط. ماذا تريدني أن أدع؟ ألم تفهم أنني لست من هؤلاء؟ أنني لست منفصمة الشخصية؟ حزب فرنسا موجود فعلا. هم أناس تعيسون حقا وممزقون. الجسد هنا والروح في باريس. هؤلاء لن يعودوا. كانت كل حياتهم مزدوجة. لقد صاروا أخيرا في سلام مع أنفسهم. حلوا مشاكلهم بشكل نهائي. التحقوا بفرنسا، التحقوا بالبلد الذي صنعهم. ربما نعيش الفصل الأخير من فصول الاستعمار. هل فهمت ما لا أكون؟ Je fais remarquer à Salah que c'est ainsi que nous avons perdu un grand nombre d'intellectuels, que la perte est immense pour le pays, que ce sont les islamistes qui vont remplir ce vide. Penses-tu? Ces intellectuels n'ont jamais rien produit pour leur société. Leurs travaux ne s'adressaient pas aux Algériens. Les islamistes ont donc raison, Salah? Tous ceux qui parlent ou écrivent en français sont Hizb Faransa? الإسلاميون يخلطون بين حزب فرنسا والفرنكوفونيين. هذه هي السياسة. من المستحيل أن يكونوا على صواب. Ma place est ici, avec ceux qui vont au travail tous les jours, avec ceux qui vont à l'école tous les jours. Ma place n'est pas avec ceux qui écrivent des romans comme veulent l'entendre les éditeurs français. Ma place n'est pas avec ceux qui font de l'intox, qui intriguent dans les médias parisiens sur les assassinats attribués aux islamistes et sur la politique du régime militaire d'Alger. Que veulent ces gens, ces politiciens, ces assassins, cette presse? Où allons-nous? Fous le camp d'ici, Salah. C'est de ta tête qu'il s'agit. Non. Dis-moi pourquoi ces journalistes ont été assassinés et pourquoi les journaux continuent de paraître. Pourquoi des femmes risquent leur peau chaque jour en sortant de chez elles sans foulard? Pourquoi les voyageurs reviennent aux arrêts de bus le lendemain d'un attentat à la bombe? Pourquoi des trains déraillent tous les jours sous les bombes et repartent tous les jours? Pourquoi ces milliers de gens qui vont à la plage, au cinéma, quand il y a des bombes sur les plages et dans les salles de cinéma? Pourquoi et pourquoi mille choses encore? Dans la Mitija, on a armé des citoyens, des patriotes. Tu en as entendu parler? À Houchgro, les patriotes ont repoussé une attaque de terroristes.
Nous résistons tous, avec ou sans armes. Laissons ici ce mythe de l'exil. Finissons-en avec ces histoires de sauver sa peau. Où veux-tu que j'aille? Ceux qui veulent me tuer savent à chaque instant où me trouver. Tu veux que je me terre comme un lapin? Dans la soirée, Nabil appelle son père pour lui annoncer qu'il compte quitter le pays la nuit même avec l'aide d'un passeur. Son père essaye de le faire changer d'avis. Nabil, tu ne te sentiras pas mieux là-bas? لماذا تفكر هكذا؟ À mon avis, tu vas prendre des risques inutiles. Tu vas t'épuiser, tu en auras marre et puis tu rentreras. هذا لا يمكن أن يكون. C'est ce qu'ils disent tous au début. لماذا؟ Simplement parce que tu ne pourras pas y vivre décemment. كيف عرفت؟ Tous ceux qui sont partis ont fini par rentrer au pays. عادوا. À quoi bon s'en aller si c'est pour revenir? لا نعود. Écoute mon conseil. ما هي نصيحتك؟ Tu ne trouveras pas là-bas la vie dont tu rêves. وأين سأجدها هنا؟ Ici, au moins, tu sais ce que tu as. Tu connais les gens, les mœurs, la langue, la vie. الحياة؟ Oui, la vie. ماذا تعني الحياة بالنسبة لك؟ أنا لا أجد أي حياة هنا. Comment ça? لا أستطيع إفهامك، لكني بدأت أشك أننا لنا نفس المفهوم للحياة. Je ne crois pas que ce mot puisse avoir plusieurs significations. نحن نختلف. Qu'est-ce que tu veux dire? أقصد. Dis-moi. لا أقصد أي شيء. أنا راحل هذا اليوم، هذا كل ما في الأمر. Vous venez d'entendre un extrait de Azif El Rouyoum, le musicien des nuages de Ali Bader. Je m'appelle Maïté Grèce. J'ai ouvert les yeux en Amérique latine. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans un petit village des Ardennes belges. J'ai décidé de devenir traductrice et d'apprendre l'arabe. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était une excellente idée. Ça m'a permis de beaucoup voyager et de devenir assez polyvalente. D'ailleurs, avant de commencer mes études à 17 ans, j'ai été vivre 1 an au Caire. Apprendre une langue, c'est apprendre à connaître l'autre. Et apprendre à connaître l'autre, c'est en apprendre beaucoup sur soi-même. Revenons au roman que j'ai traduit à Arles. L'auteur, Ali Bader, est un écrivain irakien qui vit actuellement à Bruxelles et nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui, ce soir. Il est au milieu de la salle. À ce jour, il a signé 13 romans qui ont été traduits dans plusieurs langues. 2 ont été traduits en français et publiés chez Seuil, Papa Sartre en 2014 et Vie et mort de Kamel Medhat en 2016. Comme l'auteur, le personnage principal de Azif El Rouyoum, le musicien des nuages, est un Irakien qui a dû quitter l'Irak et qui habite à Bruxelles. Celui-ci s'appelle Nabil. L'auteur écrit comme il respire. Son roman est écrit comme un souffle. Il y esquisse plusieurs tableaux, 3 tableaux. Le premier, c'est celui de la vie à Bagdad après l'occupation américaine, dans une société fanatisée par les islamistes, où les artistes n'ont pas leur place, et c'est pour ça que le personnage Nabil est obligé de quitter son pays parce qu'il ne peut plus jouer de la musique. Ensuite, le tableau de la société européenne ou belge, avec ses qualités et ses défauts, et aussi les déceptions que les réfugiés peuvent vivre en arrivant. Et enfin, le tableau de la cité idéale, la ville dont rêve le violoncelliste.
Une fois son repas terminé, Nabil a envie d'une autre bière. Mais où se la procurer? La solution se trouve peut-être ailleurs. Ici, il a perdu toute dignité. On l'humilie et on le force à abandonner la musique. C'est une vie, ça? Que faire? Depuis longtemps déjà, il pense partir pour l'Europe, mais ce n'était jamais le bon moment. Maintenant, l'heure est venue. Il est assis à côté du passeur qui le conduit vers l'endroit rêvé, au-delà des mers. Quelques vers d'un poète dont il a oublié le nom lui reviennent à l'esprit. سنذهب إلى هناك. سنذهب إلى مدينة فاضلة تقع وراء البحار. هناك حيث يعيش الفنان فيها كما لو أنه يعزف الموسيقى في الغيوم. Nous irons là-bas, dans une cité idéale, au-delà des mers, un paradis rêvé où le musicien vit, comme s'il jouait dans les nuages. Nabil a traversé la Méditerranée, il est maintenant à Bruxelles. Le lendemain matin, Fanny, assise sur le rebord du lit, fouille dans son sac à la recherche d'un petit papier qu'elle voudrait montrer à Nabil. Tu connais Tina? لا أتذكر من هي. Comment tu l'as oublié, Tina? On l'a vue une fois au café Le Coq et vous avez parlé de musique ensemble. تذكرت. صدرها كبير قليلا. سكسي. ترتدي تنورات ضيقة تبرز مؤخرتها. Nabil, tu ne retiens jamais que ce genre de choses chez les filles. لا ولكن تذكرتها. ما بها. Elle organise un concert de musique de chambre dans une maison du 19e siècle dans le sud de Bruxelles. Et elle m'a dit que si tu as un violoncelle, tu pourras jouer dans l'orchestre. Cela fait 1 an que Nabil tente de mettre un peu d'argent de côté sur les maigres aides sociales qu'il reçoit. Mais hélas, il n'a pas encore de quoi s'acheter un violoncelle. Fanny lui annonce qu'elle va lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse en acheter un. Il explose de joie. Il se précipite sur elle et la serre si fort qu'elle en a les larmes aux yeux, émue de le voir si heureux. Depuis qu'on a cassé son violoncelle en Irak, il rêve du jour où il pourrait en posséder un nouveau. Je m'appelle Bruno Barmaki, je viens du Liban. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Hammana, à 1100 mètres d'altitude, où il neige parfois. C'est un village réputé pour ses cerises. C'est une fierté locale. On a des cerises à toutes les sauces, rouge, noir. Nous avons un festival de la cerise et cerise sur le gâteau, nous avons une Miss Cerise. C'est bientôt, donc je vous invite à venir au Liban, à Hammana. Je ne vous ai pas présenté mon autoportrait robot, un chef-d'œuvre, avec toute modestie. C'est un autoportrait qui montre bleu, comme vous l'avez vu, qui me décrit très très bien. J'aime le bleu. J'ai des lunettes bleues.
J'ai des cheveux bleus, mais ça ne se voit pas. J'aime l'eau avec des vagues. J'espère pouvoir faire traverser de la Grande Bleue vers le Grand Bleu, mais j'ai le mal de mer. J'ai les mêmes initiales que Brigitte Bardot. Et comme vous pouvez le voir, j'aime bien les livres. J'aime bien les livres et j'aime bien les livres pour enfants. Quand j'étais enfant et jusqu'aujourd'hui, j'aime bien les livres pour enfants. Comme tout enfant libanais, j'avais des livres pour enfants en français. J'avais des livres pour enfants en arabe. J'aimais bien lire mes livres français. Ils étaient beaux, bien dessinés, bien illustrés, avec de très beaux textes, avec un très beau message, agréable au toucher, agréable à sentir. J'avais aussi mes livres en arabe, qui étaient, eux, un peu moins agréables à voir, à lire, à toucher et à sentir. À 10 ans, je n'avais pas compris pourquoi il y avait cette différence entre mes livres d'arabe et mes livres de français, mes albums chéris. Mais, disons, 30 ans plus tard, grâce au livre de Mathilde Chèvre, Le poussin n'est pas un chien, un titre très magritois, j'ai compris un tout petit peu. C'est un projet de thèse, c'est une thèse de doctorat qui explique un tout petit peu le cheminement qu'a eu la littérature de jeunesse dans le monde arabe, notamment au Liban, en Syrie et en Égypte. C'est vrai que c'est une thèse très rigoureuse, très rationnelle, mais c'est aussi un livre avec beaucoup d'humour, grâce notamment aux titres, aux intertitres, aux témoignages poignants que Mathilde Chèvre a recueillis auprès des auteurs illustrateurs depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Le poussin n'est pas un chien. 40 ans de création arabe en littérature pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés. Égypte, Syrie, Liban. Je me suis assise du côté des adultes. Une relation au livre sous toutes ses coutures. Lire les salons du livre. Est-ce que les parents ont toujours raison? Une génération malgré elle. L'enfant et la foi, l'idée de Dieu. Enfant de Nasser et du panarabisme. Le grand marché de l'enfance. Quand les fils, les filles, les épouses rénovent la maison mère. L'autre, la marginale et la folle. Beyrouth à la recherche de la ville. Le projet du poussin, les débuts de l'histoire, l'art engagé. شعر الكتاب والمصورون في ميدان أدب الأطفال بأنهم أصحاب رسالة اجتماعية أو سياسية أو لغوية أو جمالية تتوافق مع القيم التي أطلقها النهضويون نهاية القرن التاسع عشر. شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الروائيين والشعراء ورسامي الكاريكاتير والرسامين التشكيليين. مذ ذاك أوكل إلى المثقف العربي مهمة وصف المجتمع الذي يعيش فيه وتوجيهه، فهو الضمير والمرآة والصانع والنبي. Tout comme leurs pères romanciers, poètes, caricaturistes de presse et artistes peintres, les illustrateurs et auteurs pour la jeunesse se sentent investis d'une mission sociale, politique, linguistique ou esthétique, dans la lignée des valeurs énoncées par les réformateurs de la Nahda, la Renaissance arabe à la fin du XIXe siècle. Depuis cette époque, l'intellectuel arabe se voit investi. L'intellectuel arabe est chargé de décrire, d'orienter le monde et la société dans lesquels il évolue. Il en est la conscience, le miroir,
le forgeron et le prophète. تجسدت مهمته في كتابات وإنتاجات فنية ملتزمة وفي إدارة علاقات متشابكة مع المضمار السياسي. أدى بروز القومية العربية وتبني المفكرين لمشروعها ولقيمها في خمسينيات القرن الماضي إلى الإمعان في الهوية العربية في الأدب وفي الفن. سعى الكتاب ومن ثم الفنانون العرب إلى إبراز إرثهم واحترام الموروث الذي حصلوا عليه من الأجداد من خلال تحرير إنتاجهم من التأثير الغربي والتأكيد على هوية عربية ناشدوا بها في عملهم. حركت هذه الرهانات المتعلقة بالأيديولوجيا والهوية الكتاب والمصورين في ميدان أدب الأطفال فطوعوها وفقا لمعاييرهم المهنية. Les écrivains, puis les artistes arabes, entendent rendre compte de leur héritage et rendre hommage à leur père en émancipant leur production de l'influence occidentale et en affirmant une identité arabe revendiquée dans leur travail. Les auteurs et illustrateurs pour la jeunesse sont animés par ces mêmes enjeux identitaires et idéologiques, revisités à l'aune de leur domaine de création. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a certaines illustrations dans ce livre, comme par exemple cette illustration que j'aime beaucoup, cette anti-Barbie arabe qui s'appelle Farhana, qui a les cheveux bouclés, un gros nez, et qui s'habille comme elle veut, de Rania Hussein Amin. Et c'est une... j'espère que... Je n'avais pas eu Farhana quand j'étais petit, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, mes neveux peuvent lire et regarder Farhana avec plaisir. On voit aussi, c'est une deuxième illustration de Mahiddin Labad qui exprime aussi le choc des cultures, mais un choc positif cette fois-ci. Comme effectivement on écrit en arabe de droite à gauche et en français de gauche à droite, l'illustration aussi, un mouvement dans l'illustration qui doit être respecté. Et c'est comme ça que Superman vole de là-bas jusque-là. J'y arriverai jamais. Alors que notre chevalier preux et courageux va de là-bas et jusque-là. On va dire que je m'appelle Mathilde Chèvre. Pour les besoins de ma thèse, j'ai été récolter des témoignages dans le monde arabe, des témoignages des auteurs et illustrateurs du roman pour la jeunesse. J'ai d'abord interrogé une première génération, celle des années 70, qui sont les initiateurs du mouvement. Et ensuite celle des années 2000, nos contemporains. En Égypte, j'ai rencontré Helmi Touni, un illustrateur. Mon père était issu d'une classe bourgeoise moyenne. Ma mère était une grande aristocrate. À cette époque, c'était une chose courante. L'aristocratie épousait le pouvoir. J'ai suivi un parcours qui est plutôt normal pour moi, une vie de bourgeois. J'ai suivi des cours aux Beaux-Arts du Caire jusqu'au jour où mon père est décédé. Un jour, un vendredi, ma mère m'a envoyé au marché pour vendre des oiseaux. C'est à ce moment-là où j'ai compris que j'étais pauvre. 3 jours plus tard, je travaillais dans une maison d'édition. J'ai commencé à illustrer des livres pour enfants et mon œuvre est imprégnée de socialisme. Un socialisme qui exprime toute l'humanité possible, qui est exprimé non seulement par le biais de mes travaux,
mais par le biais de tous les compagnons des Beaux-Arts. Shukran. Ensuite, à Damas, j'ai rencontré Nadir Naba, qui est aussi illustrateur. Je ne suis pas venu à l'art par la politique, mais en aidant ma mère. Elle était couturière, brodait des os de robe dont je dessinais les motifs fleuris. En primaire, j'ai eu pour professeur Sadiq Qabbani, l'oncle de Nizar Qabbani. C'était un vieux monsieur, un grand-père, plus qu'un maître. Il nous apportait souvent des modèles de fleurs cueillis aux alentours de l'école, qu'il nous faisait dessiner. C'est grâce à lui que j'ai emprunté le chemin du dessin, parce qu'il m'a soutenu dans mon choix contre le père. Tout cela arrive par hasard. La famille ne décide pas toujours du cheminement de l'enfant. Puis, la politique est entrée dans ma vie grâce à la rencontre d'une nouvelle famille, notre groupe engagé des Beaux-Arts du Caire. Notre génération était animée par un immense espoir que l'on nommait notre rêve vert. De retour en Syrie, j'ai rencontré Zakaria Tamir, qui devint mon ami. Nous avions le même rêve duquel est née la revue Oussama. Shukran jazilan. Toujours à Damas, j'ai rencontré l'artiste Mouna Saoudi. Je suis la fille de l'une des familles qui ont quitté Damas pour Amman à cette époque. Je n'étais pas en phase avec les traditions religieuses et il me fallait fuir les contraintes familiales. J'évoluais dans un autre rêve. J'ai fait mon entrée dans le monde avec mes poésies et mes dessins. Paris était pour moi la ville de ce rêve. Et d'ailleurs, je suis arrivée à Paris aux premières lueurs de l'aube. On était en 1968. La révolution était là. Partout autour de moi, les manifestations. Je manifestais dans les rues de Paris. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je devais retourner chez moi. Et je suis retournée chez moi pour travailler avec les enfants palestiniens. Shukran. Sardine à l'huile, que fais-tu là? Wachichi, wachacha. Sardine à l'huile, que fais-tu là? Ensuite, je suis allée au Liban, où j'ai rencontré l'éditrice Nadine Touma, merci. Lorsqu'on situe le patrimoine hors de la littérature, cela me met hors de moi. Si l'on considère notre oralité, et particulièrement les comptines, elle était très matriarcale. Ce sont les femmes d'abord qui ont sauvegardé cet énorme patrimoine, mais on ne le considère pas comme la littérature. C'est seulement du patrimoine. Qu'est-ce que c'est finalement la littérature? En fin de compte, tout le monde est en alerte autour de la question de la langue. Moi, je lance un cri d'alerte à l'imagination. Merci. Toujours au Liban, j'ai rencontré une femme extraordinaire, l'auteure Fatima Sharafeddin. Extraordinaire. Extraordinaire. Je vivais aux États-Unis dans les années 90 et j'ai cherché des albums en arabe pour les lire à mes enfants exilés. Lorsque je voyais ceux publiés au Liban, que ma famille m'envoyait, je les cachais. Jamais je n'ai voulu montrer ces livres-là à mes enfants, parce que je refusais qu'ils se forgent cette idée-là de l'arabe. Shukran.